Mythomanie. Lâche-moi avec tes maladies de cinglé, répliqua Jean-Claude. Moi, je sais ce que j'ai. Je suis commercial jusqu'au bout des ongles. Voilà le problème. Et bourrer le mou, c'est une seconde nature chez moi. Il se croyait tiré d'affaire. Mais il avait sous-estimé la redoutable efficacité de Nancy. Chapitre 5. Pris au piège des profondeurs vaseuses. En attendant, tu t'es mis dans la merde, siffla Hervé, alors que Nancy s'éloignait, son téléphone déjà collé à l'oreille. Quoi? Elle s'est pas dégonflée, hein? Elle a pris son téléphone, elle a réservé un Zodiac avec tout le matos de plongée pour aller sur le lac de Baignon-Vaseux ce week-end. La panique s'empara de Jean-Claude. Le lac de Baignon-Vaseux était une mare boueuse où la visibilité dépassait rarement les 10 cm et dont la faune se composait principalement de pneus usés et de caddies de supermarché. Se noyer là, dedans, était le comble de l'humiliation. « Dis-lui la vérité, » le supplia Hervé. « Ça va te libérer, Jean-Claude. »« Jamais. Passer pour un con, plutôt mourir. » « Non, attends, j'ai une meilleure idée. » Un sourire machiavélique se dessina sur ses lèvres. On va lui faire peur. Le plan était simple et diabolique. Hervé, rebaptisé Sergio pour l'occasion afin de donner un semblant d'autorité méditerranéenne à ses propos, devait jouer le rôle de l'expert en statistiques morbides. Quand Nancy revint, rayonnante, pour confirmer la réservation, Jean-Claude prit un air grave. « Vous n'avez pas trop peur? Parce que la plongée, c'est un sport dangereux. Moi-même, j'ai perdu beaucoup de copains. » Dis-lui, Sergio. Hervé, poussé sur le devant de la scène, se lança avec la conviction d'un mauvais acteur. « Ah, ben oui, les statistiques sont formelles. En été, la plongée est une des plus grandes causes de mortalité, juste après les accidents de barbecue. » Nancy parut légèrement déconcertée, mais pas convaincue. « Bon, les accidents, ça arrive. » Jean-Claude passa à l'étape supérieure. « Non, le plus gênant, c'est l'allergie au néoprène. C'est terrible. » « Dis-lui, Sergio. » Hervé enchaîna, improvisant avec un talent qu'il ne se connaissait pas. « Ah oui, sous l'effet du néoprène, le corps gonfle et ça explose, surtout à moins de 30 mètres. Ça part en confetti. C'est moche. » L'image était si grotesque qu'elle faillit fonctionner. Mais Nancy, loin d'être effrayée, semblait fascinée par ces dangers exotiques. Le plan était un échec. Acculé, Jean-Claude tenta une manœuvre de diversion désespérée. En même temps, dit-il d'un air songeur, j'aurais pu dire autre chose. C'est vrai, là je serais plus à l'aise dans les airs. Les airs? Demanda Nancy intriguée. Hervé, comprenant la nouvelle stratégie, embraya aussitôt. Ouais, c'est sûr que si on va par là, moi, quand j'étais dans les fusiliers commando, on avait beaucoup moins de pertes dans les sauts qu'en plongée. Le mensonge prenait des proportions épiques. Jean-Claude était en train de construire une nouvelle légende sur les ruines de la précédente. Ah, parce que vous sautez aussi? S'émerveilla Nancy. Bon, écoutez, soupira Jean-Claude, comme s'il avouait à contre-cœur un secret héroïque. J'ai 2500 sauts à mon actif. Croix de guerre, deuxième dent de pliage de parachute. J'ai dû renoncer à une brillante carrière. J'ai le pied carré. Je rentre pas dans les Rangers. Et puis entretenir un avion de chasse avec une pède commerciale, c'est compliqué. Il avait réussi. Le danger de la noyade dans un lac vaseux était écarté. Il se sentait invincible. Jusqu'à ce que Nancy, les yeux pétillants d'admiration, ne déclare « Un parachutiste, c'est encore mieux que la plongée. J'annule le Zodiac et je nous réserve un saut en tandem pour samedi. » Jean-Claude sentit le sol se dérober sous ses pieds carrés. Il était passé d'une mort potentielle par noyade à une mort certaine par chute libre. Son talent pour l'esbrouf venait de le condamner. Chapitre 6. L'affaire Vascheski. La semaine qui suivit fut une lente agonie pour Jean-Claude, qui passait ses nuits à rêver de parachutes qui ne s'ouvraient pas. Il fut sauvé par une diversion inattendue, un drame artistique qui allait secouer le 8e étage. Jean-Guy, tout fier de son statut de futur expert télévisuel, s'approcha de Jean-Claude avec une précaution inhabituelle. Il portait un objet enveloppé dans du papier bulle. « Jean-Claude, j'aurais un petit service à vous demander. » Il déballa l'objet. C'était une sculpture. Ou du moins, c'est ce que Jean-Guy prétendait. Aux yeux de Jean-Claude, c'était un assemblage improbable de ferrailles rouillées, de boulons et de morceaux de béton, le tout soudé dans une forme qui défiait la géométrie et le bon goût. Une œuvre typique du brutalisme, ce style architectural et artistique qui célèbre la beauté du béton brut et des formes massives, mais qui, pour le non-initié, ressemble surtout à un chantier abandonné. « C'est un Gabor Vascheski », annonça Jean-Guy avec révérence. Artiste de renommée internationale. Un grand groupe hongrois l'a offert au président. Il me l'a confié jusqu'à demain, mais la porte de mon bureau est cassée.
J'aimerais que vous le gardiez dans le vôtre. Je serais plus tranquille. Jean-Claude accepta, amusé par ce qu'il considérait comme une mauvaise blague. Il prit la sculpture, qui pesait 1 tonne, et la posa dans un coin de son bureau, juste à côté de la dernière création d'Hervé, une lampe en macramé. La lampe était un enchevêtrement de nœuds de ficelle beige, surmonté d'un abat-jour à franges qui lui donnait l'air d'une méduse déprimée. Entre la sculpture brutaliste et la lampe angoissante, le bureau de Jean-Claude ressemblait désormais à une annexe du musée des horreurs décoratives. « Ça va bien se marier avec ta lampe », lança-t-il à Hervé. « Y a pas photo, c'est de l'or. » Le lendemain, la catastrophe. Jean-Claude arriva au bureau pour trouver Jean-Guy au bord de la crise de nerfs. « On m'a volé le Vatski-ski. »« Dans ton bureau. » Jean-Claude était perplexe. « C'est pas possible. Qui voudrait voler une merde pareille? » Une idée germa dans son esprit. « La femme de ménage. Ce matin, je l'ai vue sortir de ton bureau avec un grand sac poubelle. Ça se trouve, elle s'est gourée, elle a cru que c'était un déchet. »« Bien sûr, » s'exclama Jean-Guy. « J'aurais dû la prévenir. Il faut aller voir dans la benne à ordures. »« Va pas, t'as vu mon costume? » protesta Jean-Claude. « Un des derniers sortis des filatures de Roubaix. On va pas insulter la mémoire des ouvriers. » Mais la panique de Jean-Guy fut plus forte que son respect pour le prolétariat textile. Poussés par l'urgence, les 2 hommes se précipitèrent vers le local à poubelle. La scène qui suivit aurait ravi un peintre de l'absurde. Jean-Claude, retenant sa respiration, et Hervé, qui les avait rejoints, plongèrent la tête la première dans la benne, fouillant parmi les restes de plateaux repas, les gobelets de café et les montagnes de papier broyé. Ils en ressortirent sales, malodorants et bredouilles. Le mystère s'épaissit jusqu'à la fin de la semaine. Hervé, qui aidait à la kermesse de sa paroisse, annonça fièrement « Tu sais, l'œuvre de ton cousin, ça s'est très bien vendu. »« L'œuvre de mon cousin? » demanda Jean-Claude, confus. « Ben oui, la lampe en macramé. On en a tiré 30 € pour les pauvres. » Jean-Claude sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Hervé, tu n'as pas. Tu as pris la sculpture? »« Non, j'ai pris la lampe. La sculpture, la femme de ménage l'avait mise de côté. Elle a dit que c'était trop beau pour être jeté. Elle est dans le placard à balai. » Le soulagement fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Nancy, lisant un magazine People pendant sa pause, lâcha nonchalamment. « Tiens, c'est marrant. Il parle de votre président. Figurez-vous qu'il a vendu une sculpture à un collectionneur américain, un Gabor Vascheski. »« Ah ouais, » dit Jean-Claude, le cœur serré. « Ça se vend combien? Un truc comme ça? »« 300 000, » répondit Nancy. « Francs? Euros. » Le monde de Jean-Claude s'effondra. 300 000 €. Sa lampe en macramé. La kermesse. Les pauvres. L'injustice. T'entends ça, Hervé? Mon œuvre? 300 000 €. Il se leva d'un bond, le regard faux. « Tu vas où? » demanda Hervé. « Faire les poubelles, » hurla Jean-Claude. « Mais quoi, avec ton costume? J'en ai rien à foutre, c'est moi l'artiste. » Et il s'élança vers le local à ordures, bien décidé à récupérer son chef-d'œuvre perdu, laissant derrière lui un Hervé médusé qui se demandait comment il allait expliquer à l'abbé que les 30 € de la vente allaient devoir être remboursés. Avec intérêt. Partie 3. Le capitalisme pour les nuls. Chapitre 7. L'entreprise à but lucratif et voyeuriste. Après l'échec cuisant de sa carrière d'artiste incompris, Jean-Claude se replia sur ce qu'il connaissait le mieux, le commerce. Pas le commerce noble, celui des contrats et des marges, mais le petit commerce sordide, celui qui naît de l'opportunisme et de la bassesse. Son bureau, situé à un angle stratégique de l'immeuble, offrait ce qu'il appelait un « asset non exploité », une vue imprenable sur les fenêtres de l'école de danse et de l'Institut d'esthétique d'en face. Armé d'une paire de jumelles puissantes, empruntées à Hervé sous le prétexte fallacieux d'observer les oiseaux migrateurs, il lança sa nouvelle entreprise. Le concept était simple. Pour la modique somme de 5 €, les collègues masculins en mal de sensations fortes pouvaient louer les jumelles pour une session d'observation de 5 minutes. Il aborda son projet avec un sérieux managérial qui frisait le ridicule. Il parlait de business model, de monétisation de la fenêtre et de retour sur investissement. Il avait même créé un tableau Excel pour suivre ses KPIs, Key Performance Indicators, qui se résumait au nombre de clients par jour et au cash flow généré. C'était une parodie grotesque de la culture start-up, où le jargon pompeux sert à masquer la vacuité d'un projet. On est sur un marché de niche à fort potentiel de croissance, expliqua TI à un Sylvain dubitatif. C'est du B2C pur, avec un cycle de vente très court et une satisfaction client immédiate.
L'entreprise prospéra dans l'ombre des cloisons de bureaux. Bientôt, une file d'attente discrète se formait chaque jour à l'heure du déjeuner près du bureau de Jean-Claude. Le succès fut tel qu'il dut mettre en place un système de réservation. C'est Hervé qui découvrit le pot rose. En venant récupérer ses jumelles pour son week-end d'ornithologie, il surprit Jean-Claude en pleine transaction. L'indignation morale d'Hervé fut immédiate et véhémente. « C'est du proxénétisme », s'écria-t-il. « Tu te fais de l'argent sur le dos de ces pauvres filles. C'est une exploitation de l'homme par l'homme. Enfin, de la femme par l'homme. C'est le capitalisme, mon vévère, » rétorqua Jean-Claude calmement. Hervé, en tant que délégué syndical, aurait dû dénoncer cette pratique honteuse à la direction. Il aurait dû organiser un piquet de grève, rédiger un tract enflammé. Mais une autre partie de son cerveau, la partie calculatrice, prit le dessus. Il voyait là une opportunité non pas morale, mais financière. « Tu me dégoûtes, dit-il, le ton chargé de mépris. « OK, tu veux combien? 30%? Pauvre petit mec, siffla Hervé, savourant sa position de force. 40%? Toi, plus jamais tu me parles. OK? 50%? Hervé se tut, laissant Jean-Claude mariner. Il ajusta ses lunettes, prit une profonde inspiration et abattit sa carte maîtresse. 75 à 25. Pour moi, c'est une proposition de répartition plus équitable des fruits du capital. Non négociable. Jean-Claude le dévisagea, abasourdi. C'était un hold-up, un coup d'état syndical. Vendu, finit-il par lâcher, dépité. Hervé devint l'actionnaire majoritaire de la petite entreprise de voyeurisme. Il justifia sa prise de contrôle par des principes de justice sociale, expliquant qu'il redistribuerait les bénéfices aux œuvres du syndicat. En réalité, l'argent servit à financer l'achat d'une nouvelle collection de pulls en cachemire et d'un abonnement à un magazine de modélisme ferroviaire. Le capitalisme, même à petite échelle, avait ses raisons que la raison syndicale ignorait. Chapitre 8. Un papier pour la route. L'inspiration pour le nouveau plan de Jean-Claude vint de Maëva, une collègue sincèrement bonne et généreuse qui passait ses week-ends à faire du bénévolat dans une maison de retraite. En l'entendant raconter comment un des pensionnaires, un riche industriel à la retraite, lui avait laissé 15 000 € dans son testament, une ampoule s'alluma dans l'esprit vénal de Jean-Claude. « Tu te rends compte, Hervé? C'est une mine d'or. La SPA pour vieux. Il faut qu'on en adopte un. » L'idée était simple, se faire passer pour des âmes charitables, parrainer un seigneur et s'assurer une place de choix sur son testament. « Tu m'en prends un bien mûr, précisa Jean-Claude à Maëva. « Un qui peut encore tenir un stylo, j'ai quelques papiers à lui faire signer. » Maëva, dans sa grande naïveté, fut touchée par leur soudain élan de générosité. Malheureusement, l'association des boursiers retraités était complète. Elle les redirigea donc vers une autre œuvre de charité, les Petits Compagnons des pauvres. Le vieil homme qui leur fut assigné, un certain M. Palichon, n'avait rien d'un riche industriel. C'était un ancien employé des postes, sans famille, sans le sou, et avec une passion dévorante pour le Scrabble. Pire encore, l'association, manquant de place, leur demanda de l'accueillir chez eux. Jean-Claude, refusant de laisser ce projet empiéter sur son espace vital, installa M. Palichon dans son camping-car, garé devant son pavillon. « Il est tranquille, là, » expliqua-t-il à Hervé. « Il a son petit coin, ses petites affaires, sa couverture. C'est un peu frais la nuit, mais ça forge le caractère. Et puis, il surveille drôlement bien le camping-car. Il se sent utile. » Leur parrainage se transforma en une farce cruelle. Les enfants de Jean-Claude, à qui il avait promis un chien, utilisèrent M. Palichon comme substitut. Ils lui lançaient une balle, le faisaient courir, enfin trottiner, et lui demandaient de nettoyer sa niche, c'est-à-dire le camping-car. Hervé, pris de remords, tentait de temps en temps d'engager une conversation normale avec le vieil homme, mais leurs échanges se limitaient à des discussions sur la meilleure façon de placer le mot « whisky » sur un mot compte triple. L'aventure prit fin lorsque l'association, lors d'une visite de contrôle, découvrit les conditions de vie de leurs protégés. Ils le reprirent sur le champ, non sans avoir adressé à Jean-Claude un sermon cinglant sur la dignité humaine. « Quel dommage !» se plaignit Jean-Claude à Hervé le lendemain. « Les gosses commençaient à s'y faire. Maintenant, va falloir que j'achète un chien. C'est du souci, un chien. Ça perd ses poils. » Leur tentative d'incursion dans le monde de la philanthropie intéressée s'était soldée par un échec total, ne leur laissant qu'un vague sentiment de honte et un stock impressionnant de boîtes de Scrabble de voyage. Chapitre 9. GCHV Corporation. L'échec ne découragea jamais longtemps Jean-Claude. Chaque plan raté n'était qu'un tremplin vers une idée encore plus ambitieuse, encore plus absurde.
C'est au cours d'une discussion sur les startups et les millions faciles que naquit son projet ultime, la création de leur propre entreprise. On va faire de l'import-export, annonce-t-il à Hervé et Vincent, un jeune commercial fraîchement débarqué. On va l'appeler JCHV Corporation. Jean-Claude Hervé Vincent. Ça sonne bien, non? Ça sonne international? Import-export de quoi? Demanda Vincent, les yeux brillants d'admiration pour ce menteur autoproclamé. De produits, répondit Jean-Claude avec un geste vague. Des produits porteurs. On fera une étude de marché. Le business plan était d'une simplicité désarmante. Ils avaient besoin d'un capital de départ. Pour cela, ils ciblèrent le maillon faible de l'étage. Sylvain, le comptable timide et crédule. On a besoin d'un nouveau partenaire, lui expliqua Jean-Claude avec une solennité de circonstance. Quelqu'un d'intègre, de visionnaire. On a pensé à toi. Hervé, en sa qualité de futur directeur des affaires sociales et de l'éthique, ajouta « Nous voulons ouvrir le capital. Nous avons besoin de tes qualités, Sylvain, et de ton capital. Surtout de ton capital. » Le plan secret qu'ils se gardèrent bien de mentionner était de le faire investir, de convoquer un conseil d'administration extraordinaire dans la salle de pause et de le virer immédiatement pour divergence stratégique tout en gardant son argent. Pour rendre leur projet plus crédible, ils passèrent une soirée à rédiger un document fondateur, une parodie involontaire de tous les plans d'affaires qu'ils avaient pu voir. Tableau 1. Plan d'affaires stratégique. JCHV Corporation. Categoria Description. Concept. Synergie d'import-export de produits à forte valeur ajoutée. Pensée en dehors de la boîte. Disruption du marché traditionnel. Marché cible. Les gens qui achètent des produits. Marché global à fort potentiel. Stratégie de pénétration. Approche agile et proactive. Utilisation des quick wins pour établir une présence. On prend le lead. Projections financières 5 ans. Un graphique dessiné à la main sur une serviette en papier, montrant une courbe exponentielle partant de l'argent de Sylvain et atteignant plein de thunes. Rôle des associés Jean-Claude, CEO visionnaire. Hervé, CFO stratégie sociale. Vincent, CEO opération. Sylvain, investisseur ange, responsable des boissons chaudes. Sylvain, flatté comme jamais, fut conquis. Les gars, c'est super sympa d'avoir pensé à moi, mais je tombe super mal. J'ai tout juste acheté un monte-escalier dernier cri à ma mère. Le trio déchanta. Mais, continua Sylvain, je ne veux pas rater l'occasion de monter une super société avec mes super amis. Il sortit son portefeuille. Mon pelle est récent, mais j'ai pu casser l'ancien. Il me reste 203 €. Un silence glacial tomba sur la table. 203 €. Le capital de départ de leur futur empire multinational. Jean-Claude regarda le billet de 200 et les 3 pièces que Sylvain tendait fièrement. La grande aventure de JCHV Corporation, la disruption, la synergie, tout cela venait de s'effondrer pour une somme qui suffisait à peine à payer une tournée de pizza. « C'est beau, l'amitié, » dit Sylvain, une larme d'émotion au coin de l'œil. Jean-Claude prit l'argent, le cœur lourd. Leur rêve capitaliste venait de mourir avant même d'être né, victime non pas de la concurrence ou d'une mauvaise conjoncture, mais de la générosité filiale de leur unique investisseur. Conclusion, mardi, Wheaton, et demain, on recommence. Le lendemain matin, l'air autour de la machine à café était lourd, chargé des non-dits et des échecs de la veille. Le cycle immuable de la vie de bureau reprenait ses droits. Mais quelque chose avait changé. Une fine couche de cynisme supplémentaire s'était déposée sur le lino et les âmes. Jean-Claude sirotait son expresso, le regard perdu dans le vague. Son esprit était à des kilomètres de là, dans la décharge municipale, où il imaginait des bulldozers en train d'ensevelir 300 000 € sous des tonnes de détritus. Il avait passé une partie de la nuit à élaborer des plans pour soudoyer un éboueur, mais avait conclu que c'était sans espoir. Sa carrière d'artiste était définitivement terminée. Hervé, quant à lui, rayonnait. Il tenait une brochure pour un séjour tout compris aux Baléares, calculant mentalement le nombre de cocktails qu'il pourrait s'offrir avec l'argent de son chantage et sa part des bénéfices de l'entreprise de voyeurisme. Ces 4 semaines de vacances étaient un phare de lumière dans l'océan de sa morne existence. Il se sentait, pour la première fois de sa vie, comme un véritable acteur du changement social. Fred passa devant eux sans un regard, un dossier serré contre sa poitrine. Le silence entre elle et Jean-Claude était une barrière de glace. L'empire JCHV,
Corporation était mornée et Vincent regardait Jean-Claude avec la déception d'un disciple qui découvre que son maître est un imposteur. La routine, cependant, est plus forte que le drame. La machine à café ronronnait, prête à distribuer sa dose de réconfort et de carburant pour une nouvelle journée de labeur absurde. C'est alors que Jean-Guy arriva, accompagné d'une jeune femme au regard un peu perdu. L'équipe, je vous présente Sandrine, notre nouvelle stagiaire au marketing. Elle va passer quelques mois avec nous. Sandrine sourit timidement. Jean-Claude et Hervé se regardèrent. Le même éclair passa dans leurs yeux. Un nouveau visage, une page blanche. Une nouvelle recrue à impressionner, à manipuler, peut être même à intégrer dans un futur plan foireux. Le cycle pouvait recommencer. L'écosystème du bureau, avec ses prédateurs, ses proies et ses parasites, venait de trouver un nouvel élément à intégrer. Jean-Claude se redressa, son désespoir s'effaçant derrière son masque de commercial sûr de lui. « Bienvenue, Sandrine, » dit-il avec un sourire éclatant. « Tu prends un café? Le premier est pour la maison. Ici, on est une grande famille. » La machine à café, imperturbable, laissa couler un nouveau jet noir dans un gobelet en carton, témoin silencieux de la comédie humaine qui se rejouait, jour après jour, dans son petit royaume de plastique et de faux-semblants.